Les étapes d'une légende. 1939, juin. Naissance à Marseille, dans la chambre parentale, 2e étage. De l'immeuble, 3 fenêtres marseillais à l'angle du boulevard Bail et de la rue Crillon, où il a été conçu par une infirmière de l'assistance publique assistée par un fonctionnaire municipal. Adolf Hitler décide d'envahir la France. Il n'a jamais été possible d'établir une corrélation directe entre les deux événements. 1944, août. Libération de la France par les troupes alliées et de Marseille par l'armée d'Afrique au cri de « Les Arabes avec nous », poussé par les Marseillais reconnaissants. L'usage s'en est un peu perdu de nos jours. Premier chewing-gum offert par un GI ivre-mort, qu'il a pris pour un distributeur de Coca-Cola et la poche de sa chemisette pour la fente de l'appareil distributeur. Mâché durant 24 heures, la friandise est ensuite, selon l'usage du temps, confiée au meilleur ami, après avoir été passée sous l'eau d'une fontaine publique, alors pourvoyeuse à coup sûr de fièvre typhoïde. Cet acte inconsidéré est resté sans conséquences fâcheuses jusqu'à ce jour. 1944, septembre. Rentrée des classes en maternelle. Premier et intarissable chagrin d'amour. Ce ne sera pas le dernier, mais on s'habitue. Le héros n'a pas su choisir entre Lucie et Nénette, sœurs jumelles, toutes deux pareillement aimées. 1945, vocation fulgurante pour la fonction de conducteur de tramway électrique à cause de la noblesse de geste du Wattman, maniant sa belle manivelle de cuivre doré. 1945-1960, études diverses et diversement appréciées devant permettre au héros de s'occuper, en attendant l'âge requis, pour entrer à la régie des tramways de Marseille. 1961, les tramways sont supprimés. Ils gênaient la prolifération des autos. Deuxième chagrin d'amour. Pour oublier, le héros entreprend des études supérieures de lettres, chose la plus inutile qui puisse encombrer une vie, sauf si on veut devenir à son tour professeur de lettres, ou si on traîne pour échapper à la guerre d'Algérie. C'est la seconde raison qui le pousse à ne passer ses certificats de licence au compte-gouttes, afin de ne pas avoir fini avant la paix brave proposée par De Gaulle au GPRA. 1962. Mission accomplie. Les accords d'Évian dispensent le héros d'achever son existence jusque-là sans drame, ça viendra, avec ses propres testicules dans la bouche sur un piton du massif des Aurès, Cavigny. 1967-1997. Journaliste de presse écrite régionale, voire nationale, devient en outre, et par hasard, critique littéraire, poste vacant en permanence dans les rédactions. La majeure partie des confrères ne lisant que les livres avec des images. 1997-2000, et des poussières, tuer poussière, etc. Retraité actif, journaliste honoraire, amateur de whisky de Malte et romancier populaire à 16 heures. Entre-temps, pour montrer qu'il peut écrire autre chose que des brèves sur la vie municipale ou les inaugurations de centres sociaux, aura commis divers ouvrages de fiction ou d'histoire qui lui valent, de la part de ceux qui n'y connaissent rien, le nom un peu trop large pour lui d'écrivain. Depuis 2006, on réinstalle un réseau de tramway électrique à Marseille pour enrayer la prolifération des autos. N'est pas intéressé car ils n'ont plus de manivelle en cuivre. Il y a une éthique frustrante parce qu'on ne va jamais au bout des choses et on ne revient jamais sur, ou très rarement, sur ce qu'on a écrit parce qu'une nouvelle chasse l'autre. Parce que là, tout d'un coup, dans un roman, dans une chronique, dans un roman historique, on a du temps, on a personne qui vous presse, le journal n'a pas à apparaître le lendemain, prend tout son temps, et puis après on y prend goût. Mais c'est d'abord pour justement combattre cette frustration de l'article qu'on n'achève pas, de l'enquête qu'on n'achève pas, et de la page qui n'a pas assez de colonnes pour contenir tout ce qu'on voulait y mettre. Voilà, donc c'est né de ça, tout bêtement. Après, c'est du travail. Moi, je crois au travail, c'est tout. Je ne crois pas du tout à... Il y a de l'inspiration, mais il y a du métier qui vient petit à petit. Je suis sûr que j'écris mieux maintenant qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Et voilà, donc on se met devant l'établi et on sort ses outils et on travaille. Donc ça a commencé par l'écriture journalistique. Oui, c'est pas bon. Alors, est-ce que tu te souviens de ton tout premier article, du sujet sur lequel il portait, et pour quel journal tu l'as écrit? C'est certainement dans Provence Magazine, puisque j'ai passé mes 6 premières années là. Ça doit être quelque chose sur, je veux dire, un article, c'était un magazine, donc les papiers avaient un peu d'ampleur. Ça doit être quelque chose sur les chats errants.
Voilà. Il y en a qui faisaient les chiens écrasés, moi j'ai commencé par les chiens. Et moi c'est celui dont je me souviens le plus parce que comme j'avais supposé que bon, les chats errants sont porteurs de virus et de maladies qui peuvent être préjudiciables à la santé des hommes, donc j'avais fait un papier là-dessus avec les médecins d'ailleurs, et c'est la première fois que j'ai fait un papier aussi de telle ampleur, et c'est la première fois que je me suis fait engueuler d'une telle ampleur aussi, parce que les MMHA sont absolument redoutables. Donc ça a commencé par une bagarre, donc je m'en souviens plus de ça, je pense que c'est celui-là. Deux types qui s'entretuent parce que la télé gueulait trop fort, et vous me faites un devoir de philo sur la violence. Ils s'en foutent, les gens, des idées générales. Ce qu'il leur faut, c'est du vécu. Le gars qui tire à travers la porte, sans sommation, les tripes à l'air. Georges baissait la tête sous la verse. Mon papier, c'est une jolie femme frigide, chevrier. Bien la peine d'avoir fait des études supérieures pour ne pas savoir torcher les phrases qui accrochent. Je vends un canard, moi, pas une thèse de 3e cycle. Georges serrait les dents. Tu sais ce que c'est une thèse de 3e cycle et du con. Le visage de son ex-patron vient de trouer l'écran de sa mémoire. Jean-Charles Jaurès, J-O-R-E-2-S-E, 51 ans. La calvitie avouée, le tour de taille de l'homme arrivé. Directeur fondateur de Sud Hebdo, le tour hebdomadaire de Provence par l'image et par le texte. Sa psychologie, Jaurès l'avait appris sur le tas. Tant pis pour les nuances et les épidermes fragiles. Pourtant, si ce patron fort en gueule et soupolé prenait la peine d'engueuler régulièrement Georges, c'est parce que 20 ans de pratique lui avaient appris à voir plus loin que les apparences. Sous les maladresses de l'universitaire qui lui déballaient pour l'instant sa culture mal digérée à longueur de papier, qu'il sabrait sans pitié, Jaurès avait décelé des qualités latentes qu'il saurait, lui, faire éclore. Ces exercices corrigés avaient plus d'efficacité que ceux qu'on faisait à la fac. C'était du concret. Georges tâchait de faire mieux la fois suivante. Ça venait. Les années perdues dans les amphis bondés de la faculté des lettres d'Aix ne l'avaient pas préparé à autre chose qu'à devenir prof à son tour. Aussi s'accrochait-il au journalisme comme à une bouée. C'était ça ou retourner s'enfermer 8 heures par jour avec 40 gosses, Rosa Larose, la 4e coalition, pour qui sont ces serpents, les pissements hercyniens, un chapitre d'avance sur la glace et vivement les vacances. Cette terreur rétrospective l'aidait à supporter les sarcasmes de Jaurès. On l'avait bien blousé. L'enseignement prétendument supérieur n'avait fait qu'achever la coupure avec les réalités. C'est ainsi que pour s'en sortir, on se retrouve à 25 ans, licence de lettres en poche, à se faire corriger ses articles par un type qui doit avoir en gros le certif, mais qui s'y prend 10 fois mieux que vous. Il était comme une plante forcée, bourrée d'engrais, mais qui s'étiole sitôt à l'air libre. Il s'accrocha, serrant les dents. Les orages jaurétiens s'espacèrent, puis disparurent. Ce silence était éloquent de la part d'un patron laconique sur le plan des compliments. Il signifiait « ça y est, tu fais partie de la tribu ». L'importance croissante des sujets qui lui furent bientôt confiés peu à peu confortèrent son assurance. C'est finalement un papier plein de tendresse, je trouve. J'aime bien faire partager ce que j'aime. Dans ce quartier qui de tout temps était celui des immigrés, je suis chez moi. Laurent avait l'air intrigué. Immigré? Vous? Langevin, c'est un nom bien de chez nous. Langevin n'est Cassini. La nuance est de taille. Mon grand-père arrivait de Sperlonga. C'est où ce bled? Entre Rome et Naples. Un gros village de pêcheurs. Comme il n'y avait pas assez de poissons pour tout le monde, en 1922, les Sperlonganes ont émigré en masse. Certains sont partis jusqu'aux Amériques, mais la majorité a posé son sac à Marseille. Giuseppe et mon grand-père n'étaient pas fâchés de partir car ils faisaient une allergie aux camicie nere, les chemises noires de Mussolini. Je crois même qu'il était temps pour lui. Ici, chaque communauté retrouvait les siens. Mon grand-père avait trouvé à loger sa famille dans une rue peuplée exclusivement d'Italiens. Ça vivait dehors, ça parlait fort, c'était bruyant et pas très distingué sans doute. Mais il y avait un sens de la communauté qui nous fait défaut aujourd'hui. J'étais à nouveau lancé, incorrigible. Mais cette fois, Laurent Alten m'a semblé accroché par mon histoire, il écoutait. Quand mon grand-père m'a raconté tout ça, il était âgé et usé par 50 ans de travail
et pas du plus facile. J'avais l'impression qu'il me passait le témoin, à moi, à sa petite fille, par-dessus la génération de ses propres enfants, afin que je puisse un jour, moi aussi, raconter cette saga des pauvres gens du panier, pour témoigner comme si j'avais vécu parmi eux, pour dire qu'ils ne méritaient pas la réputation que les bourgeois marseillais faisaient au Babi, ainsi nommaient-ils les Italiens, en parlant de cette Babel, ce chantre de l'Europe, comme on l'écrivait sous Vichy, justifiant que tel Sodome, le panier fut purifié par le feu du ciel. D'abord, avant d'être un camarade, un collègue, un ami, Jean Contrecy, c'était avant tout, je crois que tu l'as dit, Gilles aussi, un nom. Et alors au niveau du nom, quand on fait la radio, on ne sait jamais comment le prononcer. Alors est-ce que c'est Jean Contrecy, Jean Contrucci, Jean Contrucci ou Jean Contruxi, comme tu l'as dit toi. Donc j'ai 4 versions. Et il m'a dit, quand je lui ai demandé, tu viens, il me dit un peu grande. Ouais, moi je comprends tout, alors donc... Donc je vais dire un coup Contrucci, un coup Contrucci, etc. D'accord, on dit un peu ce qu'on veut. Donc c'est vrai que, sérieusement, ça fait partie de ces noms qui étaient importants pour moi quand j'étais longtemps jeune étudiant, je vais dire en marseillologie, c'est-à-dire quand j'ai commencé à m'intéresser à travers mes études de lettres de linguistique à ma vie. Et il y a des noms comme ça qui m'ont aidé à grandir, à être un peu moins couillon. Alors ces noms, c'était Pierre Échinard, Jacques Bonadier et Jean Contruxy, dont j'ai découpé les articles, je fais des photocopies, des textes. Voilà. Donc c'est d'abord quelqu'un qui m'a apporté au niveau de la culture, évidemment l'érudition, le savoir. Et puis ce que j'aimais bien dans cette écriture, et je retrouve ça chez Pierre et chez Jacques, c'est de la simplicité, c'est-à-dire il n'y a pas d'esbrouf, il y a un langage sincère. Et une forme, je dirais petit à petit, quand on lit, d'authenticité, je veux dire l'authentique. Et c'est par la suite qu'il y a quelque chose dont Gilles a parlé aussi, c'est-à-dire le côté humoristique et pétillant, et en fait beaucoup plus que ça. Après, on se rend compte quand on le connaît qu'il y a quelque chose de beaucoup plus comique, voilà, mais je vais vous en dire, voilà. Alors, après mes premiers échanges, c'est des échanges professionnels via la radio, c'est-à-dire quand on fait une chronique sur le Marseillais, qu'il y a des livres en Marseillais, bien on les échange, donc on reçoit les livres en service de presse, gratuit, ça c'est bien. Et puis, on n'a pas le temps de tout lire. Alors moi, je me refuse de faire comme l'a dit encore une fois Gilles, décidément, je reprends tous tes propos, des chroniques avec des quatrièmes de couverture. Soit j'en parle pas, soit je le lis, ou je lis une partie et je le dis. Et là, je crois que j'ai vraiment tout lu, j'ai tout lu avec plaisir aussi, ce qui est rare, parce que parfois c'est un devoir. Donc je suis un lecteur des Nouveaux Mystères de Marseille, et Jean le sait. Alors j'ai retrouvé quelque chose d'intéressant, je pense, c'est la correspondance. Vous savez que les auteurs, là on a un hommage en tube, et puis souvent on édite après des volumes de correspondance des auteurs. Mais de plus en plus, la correspondance ne se fait plus en papier, maintenant ça se fait par les mails, les courriels. Et il se trouve que j'ai découvert Jean à travers cet aspect numérique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui réagit, qui écrit des choses très très drôles. Moi j'ai une anthologie de textes inédits d'échanges personnels avec... Non, je ne vais pas les lire tous, heureusement. Et voilà. Mais par exemple, alors j'ai par exemple l'un des premiers que je lui ai fait, pas l'un des premiers, mais un que je lui ai écrit en 2008, cher Jean, je vous souhaite une bonne année, etc. Je viens de finir les diaboliques, je me suis régalé. Donc voilà, c'est ce que. C'était sincère. Et vous voyez, par exemple, je suis très nul en cinéma, pour vous dire à quel point son œuvre est. Je suis vraiment une quiche en cinéma. Je suis incapable de faire la différence entre de Tarantino, de Claude Zidi, une culture cinématographique. Et je lui dis, en lisant, je me disais que c'était un livre destiné au cinéma. Je n'y connais rien, mais je voyais les plans, les scènes, etc. Mais peut-être avez-vous déjà cette idée derrière la tête, blablabla. Donc voilà, vraiment, ce sont des textes qui me parlent. Et voilà, donc ça, ce côté drôle, je l'ai découvert aussi dans les textes. Et ensuite, d'autres échanges. Par exemple, je lui ai demandé, donc, en tant qu'éditeur, de nous faire un petit texte pour ce livre Marseille en VO, qui est un livre complètement improbable, comme on aime les faire au Fupélan. Donc, c'est l'esprit marseillais à travers les poupées du groupe Quartier Nord. Et Jean nous a donné un texte donc, sur sur le vieux port, on ne s'en souvient plus. C'est aussi un univers mental qui est le mien, mais par exemple, l'extrait que nous a lu Gilles tout à l'heure ne se prête pas à faire des poilades dans ce genre-là. Non, tout à fait. Alors, il y a ces fameux nouveaux mystères de Marseille, donc on y vient. Alors, j'avais commencé, vous savez, on a toujours un petit chapeau d'accroche, j'ai une phrase vraiment bidon, mais je la donne quand même. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance, pas d'aujourd'hui. C'est nul. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, il y a quand même de belles histoires, c'est du roman. Et le côté pas d'aujourd'hui, moi, ça me parle, c'est-à-dire que
Tu as dit tout à l'heure, tu as employé le mot patine, c'est exactement le mot qui me manquait. C'est que tu as retrouvé dans une écriture, tu réussis à faire, comme je dirais, un photographe aujourd'hui, il est capable de mettre des effets, du sépia, du noir et blanc, de transformer l'image et de la dater, de la mettre dans une histoire particulière, avec ce langage, avec cette narration, à faire comme si ça avait été écrit à l'époque. Donc on va parler de ces procédés d'écriture, mais le écrit aujourd'hui, mais à la façon d'hier, c'est important. Alors avant d'entrer dans l'œuvre en elle-même, il y a ce à quoi ça fait penser. Il y a les mystères de Paris de Genessus et les mystères de Marseille de Zola. Donc les mystères de Paris de Genessus, c'est les 10 volumes qui sont d'abord parus en feuilleton dans le journal des débats. Je fais exactement la même chose. Dans les chroniques du Provençal, j'avais déjà traité cette affaire, c'est une affaire de procès interminable. Donc je ne pouvais pas raconter 4 fois la même histoire. Il y a eu 4 procès pour la même affaire. C'est un peu comme l'affaire Villemain ou l'affaire de Mélizy, c'est-à-dire des énigmes judiciaires ou policières qui ne sont jamais élucidées. Donc on peut à ce moment-là la raconter, mais la raconter. Si on se contente de rappeler les faits, on enquiquine tout le monde parce qu'on raconte 4 fois la même histoire, tandis qu'en faisant un roman, on ne le raconte qu'une fois, et en plus, on donne la solution au lecteur, parce que c'est un peu culotté de dire, écoutez, à la page 250, je m'arrête parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé après, même s'il a acheté le livre, ça fait un peu sans gêne. Donc, si je fais un roman, comme ça, on donnera pour son argent, voilà. Et il se trouve que ça a marché, et là, malheureusement, j'ai mis le doigt dedans, et je n'en suis pas encore sorti, parce que, évidemment, il faudrait que j'en fasse un par an, je le connais, puis je connais mon éditeur aussi, et puis, quelquefois, bon, on n'a pas trop envie de rabâcher toujours la même chose. Alors, j'essaie de maintenir une qualité minimum, et je ne veux pas, quitte à remplacer, je ne veux pas faire le volume de trop. Pour l'instant, j'ai fait une pause, et je fais autre chose, peut-être j'y reviendrai, ça ne sera pas cette année avec toi. Il ne ferme pas la porte. Non, mais il n'est pas content, il ne s'est pas installé. N'attendez pas. Et ça, c'est son côté pas sympathique. Parce que quand on fait des romans à succès comme ça, quand on fait du feuilleton, quand on fait l'enquête, comme on dit, vous savez, vous avez envie d'avoir la suite, que vous vous régalez, qu'il y en a presque un par an et qui vous dit, ben non, je ne le ferai pas. Voilà, bref. 2 choses. D'abord, je vais citer ma grand-mère. Elle disait, plutôt que de sortir de table avec une indigestion, il vaut mieux avoir une pointe de fer. Ça, c'était la sagesse. Et puis, il y a quand même le grand Corneille qui a dit, et le désir s'accroît quand les fesses se reculent. Et donc, peut-être qu'en entretenant le désir, voilà, y compris chez moi. Parce que si je fais une corvée, je vais faire quelque chose de mauvais. Donc je prends soin de vous. C'est gentil. On apprécie ça. Alors, j'allais dire jusqu'au jour d'aujourd'hui pour taquiner Jacques, parce qu'on aime bien ces petits clichés, vous savez, au jour d'aujourd'hui, c'est que du bonheur, comme on dit pas. Donc, 12 volumes, en attendant le 13e, peut-être, si nous fait l'honneur de l'écrire. Ça commence par l'énigme de la Blancarde, en 2002. Et je dois dire qu'en plus du plaisir de la lecture, il y a quelque chose d'un peu personnel dedans, parce que la Blancarde, c'est presque mon quartier, je suis né à Saint-Barnabé. Donc la Blancarde, ça m'a touché aussi. Je crois que il y a un côté très, très important qui touche les Marseillais, parce qu'on est au cœur de la ville, on va parler de l'importance des quartiers. Alors, il y a l'énigme de la Blancarde en 2002, la faute de la Berrichot en 2003, le secret du docteur Danglars, je ne les fais pas tous, en 2004. Il y en a presque un par an. Une petite pause entre 2011 et 2014 parce qu'il y a la vengeance du roi Soleil. Voilà. Donc effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est que les premiers notamment ont eu tous des prix. Alors il y a le prix Paul Féval pour le premier, l'énigme de la Blancarde. Ensuite il y a eu des prix, alors je les ai sur votre feuille, les prix de l'Académie de Marseille. Donc voilà, en fait il y a 4 qui sont primés. Puis il y a les ventes aussi, est-ce qu'on peut le dire quand même, quelques chiffres de ventes, c'est important. Vous savez que chez les éditeurs, les ventes, c'est le secteur poésie abstraite. L'auteur, en général, est mal informé. Alors disons que quand on a été au tome 10, on en était à 150 000, c'est-à-dire une moyenne entre 10 000 et 12 000 par opus. Voilà. Donc ce qui par les temps qui courent, paraît-il, c'est pas mal. Je rêvais de plus grand chiffre que ça, mais il paraît que c'est bien. Tant mieux. Mais non, maintenant, je dois dire que je vois la différence du temps de la poisse ou de prix au piège et de maintenant. Maintenant, dans le quartier, par exemple, les gens savent que j'écris.
Ça fait plaisir. Dans la charcutière, quand elle met un paquet de côté, j'ai un nom un peu compliqué à retenir, avec sa tête, donc elle met dessus, elle met écrivain. C'est flatteur. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde d'avoir son nom sur un paquet de charcuterie. Monsieur, je me permettrai de vous faire remarquer. Que dalle, tu me fais remarquer, casse-toi, je te dis. Rosidis, tu es le dialogue d'un air amusé, inintervect. Écoute ce que te dit mon ami, jeune. Va-t-elle chercher une autre? Celle-là, il n'y a qu'avec moi qu'elle danse. Gilda baissa la tête. Petit-tout, appréciant le renfort, renchérit en se levant. Elle danse pas avec les totis comme toi. Autour du quatuor, les conversations avaient cessé. Toutes les têtes étaient tournées vers la table où on se disputait la belle, et le phénomène gagnait peu à peu l'ensemble du hangar. On eût dit même que la musique avait baissé d'intensité. L'homme est venu. J'ai fait corriger à ce niveau-là. C'est pas de sa faute, on lui avait pas dit. Et j'en étais au stade de ces épreuves. Je veux dire, c'était imprimé. Hein. Si j'avais pas fait un malheur, il sortait comme ça. Là, c'est fini. Je sais qu'il est arrivé la même chose à André de Roca quand il a écrit sa série des 4-5 polars marseillais. Un jour, il y a eu la même correction comme ça de quelqu'un qui dit non, mais c'est pas du vrai français. Voilà. Ça en dit long sur l'image qu'on a de notre écriture. Voilà. Alors, je m'intéresse donc à ce parler-là, je suis sensible à ce travail. D'ailleurs, il y a toujours la note de l'auteur au départ qui explique le contexte. Les personnages parlent comme ça à l'époque, et c'est important ce réalisme et ce travail qui est fait. Je sais qu'un jour, à mon propos, Michel Sanz a écrit au propos de moi: ce mec est capable d'adorer un livre illisible et nul parce qu'à la page 826, il y a écrit Fabouille, Estordi ou Pagalenti. Alors c'est vrai que dans tous les livres marseillais que j'ai lus, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas très bons, que j'aime pas beaucoup. Alors ceux-là, je les aime bien, j'ai pris un plaisir de lecture, mais en plus, je relève tous les mots. Alors je ne vais pas vous faire la liste exhaustive, mais quand même, si vous permettez, et après, on terminera, si vous êtes d'accord, par une lecture encore d'un passage des ministères de Marseille, après on échangera. Juste quelques mots marseillais pour vous montrer, et vous allez voir que dedans, il y a des mots qui sont désuets, archaïques aujourd'hui, qu'on retrouve dans le parler de l'époque, et des mots qui déjà étaient là. Donc voilà, je vous livre une petite liste si vous êtes d'accord. Alors le premier, c'est vraiment agradé, qui est un peu un lien qu'on a, Jean et moi, parce que c'est une des premières conversations, des premiers échanges de mails qu'on avait sur le terme agradé, qui veut dire plaire, agréer, ça m'aggrade. Alors agradé, gardi, bade, de biscanti, niston, jobastre, fadol, cacimbeo, mascaré, porteris, bagalenti, bigurel, capellan, casbor, chèche, malfatan, parle-soulier, rababel, alibofi, bati-bati, bazarette, couillette, especie, roucao, pastisson, delongue, peuchère, tafana, pacoule, pièce à poter, estras, pévron, fifle, quillet, pénéqué, petit tout, cagagne, bordier, chape, ségué, boudanfle, ratopenade, bao, bias, toti, regardelle, bada, cacarinette, déparlé, ganaré, chiné, être niasqué, être empégué, être embugué. Je m'arrête là-dessus, juste celui-là. Oui. Embugué, c'est un verbe qui me plaît. C'est un verbe de vigneron et de tonnelier. C'est un mot de tonnelier et de vigneron. Embuguer, c'est faire boire le bois du tonneau jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. C'est-à-dire qu'il soit imprégné du vin qu'il va contenir, et donc qu'il ne puisse plus pomper dans le tonneau, et qu'en même temps, il prenne les fragrances du vin et qu'il lui rende celle du bois. Donc, l'image qui est venue après, on emploie ce verbe en dehors, en parlant d'un poireau, on dirait les embugants, c'est-à-dire et on a fait le verbe empéguer. Il est empégué, il est venu de la embuguer, du mot provençal. Voilà, donc, alors après, on m'a dit, il y a un baronneau au journal, et c'est absolument qui était préliminaire judiciaire. Et je n'ai pas fait du tout rapprochement. Voilà. Baronneau, ça m'a. Comment faites-vous votre documentation? Comment rassemblez-vous? C'est énorme. Oui, c'est. Bon, j'ai quand même. Vous savez, Matisse a fait de ses jours, faisait des silhouettes très rapidement, en quelques secondes. Les gens disaient que c'est quand même facile, à quelques secondes, ils disaient quelques secondes plus 40 ans. Hein, c'est-à-dire, j'ai aussi 40 ans de métier, donc j'ai amassé tout au long, je ne pars pas de zéro chaque fois. Et ensuite, j'ai une base, si vous voulez, historique. Mais il y a aussi le fait que je lis consciencieusement, au jour le jour, les journaux qui correspondent à l'épisode, si vous voulez.
si je décide que tel épisode va se passer de mars 1907 à juillet 1907, je lis systématiquement comme si les journaux venaient de paraître. Donc ça me donne à la fois des informations, ça me donne de quoi, de la conversation, de quoi ils vont parler. À un moment donné, en 1907, il y avait une épidémie de variole terrible à Marseille, je ne pouvais pas passer à travers. Il fallait que Raoul, qui a deux enfants, il fasse allusion, que Marie-Louise était petite, les a fait vacciner, etc. Des petits détails. Et ensuite, vous voyez le dernier passage que nous a lu Gilles, je ne l'avais plus en tête, mais tout ce dont parle ces Mazareth, là, ce sont des choses que j'ai trouvées dans les journaux. Les noms des pommades, les noms des baumes, les noms des médicaments, le Zomol, par exemple, je l'ai trouvé dans les journaux. Ce sont des noms. Hein. Souvent, d'ailleurs, je trouve aussi l'identité, dans les journaux, je trouve aussi l'identité des personnages. La veuve,